On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle des 40 ans du parrainage civique du Richelieu et de la campagne de financement sous la présidence d'honneur de la famille Paré. Mais d'abord, politique municipale, Saint-Edmond-Saint-Lucien, conseiller Sébastien Godette. On vous parle des enjeux, notamment ceux d'infrastructure. Les dernières semaines ont été beaucoup consacrées aux candidats et candidates de l'élection provinciale, mais vous le savez, une fois par année, on se fait un devoir de rencontrer individuellement les conseillers et conseillères de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour parler des enjeux locaux, les enjeux de quartier. Évidemment, l'an passé, on n'a pas fait l'exercice parce qu'on était en élection municipale. Ça fait maintenant presque un an et on discute aujourd'hui avec le conseiller du district numéro 5, Saint-Edmond-Saint-Lucien, Sébastien Godette. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Un jeune conseiller. Oui. Moins d'un an d'expérience. Oui, déjà presque une année d'expérience aussi. Avez-vous perdu vos illusions et votre naïveté? Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, il faut garder une certaine naïveté pour être en mesure de pouvoir répondre aux besoins de la population à tous les jours. Je pose souvent cette question-là aux nouveaux conseillers, surtout après un an. Qu'est-ce que vous avez vu de bien ou de mal qui vous a surpris, qui te dit « je pensais pas que c'était comme ça » ou « ça, Ouais. finalement, je suis surpris, je pensais pas que c'était comme ça ». Qu'est-ce qui vous a surpris à date? Moi, ça a été le professionnalisme des fonctionnaires de la ville. Okay. On avait entendu parler de toutes sortes de choses par rapport à la direction de la ville de Saint-Jean. Ouais. Puis, moi, j'ai découvert des gens formidables, des gens qui sont dévoués. Ça, c'est une belle surprise. C'est une belle surprise. C'est sûr que la déception, des fois, c'est les délais. Ouais. Les délais, puis surtout, on est tributaire de beaucoup de parties prenantes qu'on ne peut pas soupçonner. Exemple, tout ce qui est les relations qu'on a avec le gouvernement du Québec ou avec des organisations publiques autres que la ville, ça nous amène énormément de délais dans la prise de décision. Puis ça, des fois, ça peut être frustrant pour un élu qui vient d'arriver, qui se fixe des objectifs puis qui veut atteindre des résultats. Ça, je vous dirais qu'au début, ça, j'ai trouvé ça très frustrant. Bon, tout le volet de l'apprentissage, le fonctionnement, en même temps, bon, vous êtes un cadre du réseau de la santé, ouais. Bon, vous savez un peu comment ça fonctionne, ouais. Mais bon, là, on est dedans, on est un élu, on a des engagements pour l'équipe, il y a des engagements pour le quartier, on veut pousser nos dossiers. Il faut négocier en même temps les appuis avec les collègues qui, eux aussi, ont des demandes. Bon, comment on réussit à faire sa place dans tout ça pour faire avancer ces engagements? Bien, premièrement, c'est d'écouter. C'est d'observer. Moi, j'ai pris beaucoup d'expérience en observant les gens autour de moi, les conseillers d'expérience, en lisant, en m'informant, en communiquant aussi avec les fonctionnaires de la ville pour être en mesure de saisir les dossiers. Puis d'être après ça capable de me faire une tête. Qu'est-ce qui urge dans le district Saint-Edmond-Saint-Lucien? Ce sont les infrastructures. C'est encore ça? C'est majeur. Puis écoutez, on a eu un état de situation. Dès notre élection, on a eu un état de situation de la direction des infrastructures. Puis rapidement, on s'est aperçu qu'il y aurait des sommes colossales qui devraient être investies dans Saint-Edmond-Saint-Lucien, puis ça prend pas juste une volonté politique, mais ça prend aussi une priorisation au niveau de l'administration. Mais pourtant, à l'époque des 3 mandats de Stéphane Legrand, puis de François Auger, vos prédécesseurs, il y avait aussi ces enjeux-là. Il y a eu des travaux dans Saint-Lucien. Il y a eu des travaux dans Saint-Lucien. Mais c'est pas suffisant? Non, c'est pas suffisant parce que les enjeux qu'on vit, c'est beaucoup dans les rues qui sont un petit peu les collectrices. Tu sais, je vous parle de la rue Vanier, je vous parle de la rue Frontenac, je vous parle de la rue Cousin. C'est des rues dans lesquelles on a des problèmes où, bien, je vais vous donner juste un exemple, c'est qu'aussitôt qu'il pleut, les réseaux sont saturés et puis rapidement, bien, on n'est pas capable de prendre plus d'eau. C'est pas juste dans Saint-Lucien, c'est Saint-Edmond aussi. C'est surtout Saint-Edmond. Parce que moi, j'ai des gens que je connais qui sont sur la rue Chaussée. Oui. Puis il y a eu des bonnes pluies là, il y a 2 semaines, puis ça a monté. Là. Ça monte. Je vous dirais, là, moi, présentement, là, la rue Vanier, c'est la rue... puis c'est une collectrice de la ville. C'est une rue qui est importante. C'est vraiment là, présentement, où on a un nœud. Est-ce qu'on sait quel genre de travaux il faudrait faire pour corriger ça? Refaire la rue. Refaire les infrastructures de la rue au complet. On parle également de refaire la canalisation. Vous savez, le spaghetti, comme vous me parliez tout le temps, l'échangeur Vanier. Oui, l'échangeur. Sous ça, on a des installations qu'on va devoir changer. C'est majeur parce que... Pour que les gens comprennent, là, c'est le boulevard du Séminaire où il y a le cégep, puis la rue Vanier, puis la continuité là, de... Exact. Où il y a comme une espèce de...
Comme un carrefour giratoire, mais à l'envers. Oui. Puis vous allez voir aussi dans le plan triennal des infrastructures, il est prévu aussi... Ça avait été fait à l'époque de l'ancien maire Ronald Beauregard. Oui, exactement. C'est dans les années 80. Je remonte un peu, là. Ouais. Mais il est prévu aussi de le refaire, l'échangeur. Donc, on a commencé les travaux de planification de l'échangeur. Pour les infras, là, comme Vanier et compagnie, est-ce que c'est dans le programme triennal d'immobilisation, le fameux PTI? Oui, on les a priorisés. Est-ce qu'on peut les devancer? Parce que, vous savez, il y a un plan triennal, puis il y a le plan quinquennal aussi. Donc, à un moment donné, c'est de dire comment on peut faire pour faire avancer nos projets plus rapidement. Mais ça, c'est des travaux qui nécessitent des subventions de Québec? Exactement. On est tributaire on est tributaire des subventions de Québec. Par contre, c'est que si on reçoit des subventions, bien, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on choisit d'investir ça dans une autre partie de la ville où on dit on va se concentrer dans Saint-Edmond? Là, comme on vous disait tantôt, c'est qu'il faut vendre notre salade. Bon, souvent, une des problématiques qu'on a évoquées dans ce quartier-là, c'est, bon, entre autres, le stationnement qui déborde au cégep. Oui. Cégep qui a déjà connu des pointes à 3600 étudiants. Évidemment, il y a eu la COVID dans les 2 dernières années, fait qu'il y avait comme moins de monde en même temps. Là, ça revient. Ça revient. Et ils ont un projet d'agrandissement. Oui, on a eu... Qui va amener plus d'étudiants. Oui. Par contre, on a eu une rencontre. J'ai eu une rencontre avec Mme Baudouin, avec Mme la mairesse, puis on a convenu ensemble que l'enjeu au cégep, c'est probablement une maximisation des places disponibles pour les étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants qui n'utilisent pas le stationnement du cégep, qui vont se stationner dans les rues autour du cégep, pour exemple, ne pas défrayer les coûts. Ouais. On a discuté avec les travaux publics pour être en mesure, la circulation, pour être en mesure d'avoir une réglementation au niveau du stationnement dans le quadrilatère de la rue Méran, du boulevard Gouin, Séminaire et le prolongement. Là, Mais il n'y avait pas un projet à un certain moment de dire on va prendre un bout de morceau du terrain de l'aéroport pour agrandir le stationnement du cégep? On avait ce projet-là. Par contre, avec le projet qu'on a pour la zone d'innovation, ça vient nous limiter un petit peu dans ce qu'on peut faire. Donc, nous, ce qu'on a dit, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation rapidement des citoyens? Puis on s'est aperçu qu'avec une réglementation du stationnement, avec un système de vignettes, probablement qu'on serait en mesure de pouvoir alléger les autos qui peuvent être là pendant même des jours. Hein. J'ai eu un cas cet été, là, M. Latour, où la personne a été stationnée devant une résidence pendant 4 mois. 4 mois. Donc, l'auto n'a pas bougé. Puis c'était un étudiant du cégep. Donc ça, c'est exceptionnel, mais en même temps, ça crée beaucoup de frustration. Et là, j'ai pas vu une publication sur Facebook sur un véhicule sur la rue Vanier, non? Oui, on a eu notre fameux bateau sur la rue Vanier. Le bateau, c'est ça. Il y avait un bateau sur Vanier. Il y avait un bateau sur la rue Vanier qui était abandonné depuis plusieurs jours. Et là, on a dû intervenir avec le service de police. Moi, vous savez, je suis un conseiller municipal qui est très présent. Les gens m'ont interpellé, je me suis présenté, j'ai été rencontrer le citoyen, on a parlé avec le service de police, puis on lui a donné un délai pour qu'il bouge son bateau. Sinon, on était pour l'aider à bouger. Il était là combien de temps? Il y avait 48 heures. OK, mais il a été là pendant combien de temps? Écoutez, il était là pendant plusieurs semaines. Là, il est parti, là? Il est censé d'être parti. On va voir ça aujourd'hui. Parce que son délai, c'était ce soir. C'était à ce soir. Ce soir. Mais peut-être qu'il s'est dit, vu qu'il y a de l'eau sur la rue Vanier, je vais mettre mon bateau. Il y a des gens qui m'ont souligné ça sur Facebook. C'est trop facile. Je l'ai ri comme vous. Bon. On parlait tantôt, je parlais de l'aéroport par rapport au cégep, mais bon, l'aéroport, c'est en arrière du cégep. Ouais. Il y a un enjeu dont on parle depuis 30 ans à Saint-Jean, c'est l'avenir de l'aéroport. Ouais. Or, on en a parlé encore à l'élection il y a un an. J'ai l'impression que depuis ce temps-là, on n'entend pas beaucoup parler et je n'entends pas beaucoup les riverains, en tout cas pas cette année, se plaignent du bruit. Non, je vous dirais que ça a quand même très bien été. Premièrement, les gens de l'aéroport ont été très collaborateurs au niveau de la gestion du bruit. Donc, on avait demandé d'avoir moins de posées décollées. Ça s'est réalisé. On avait demandé aussi au Festival Les Montgolfières de déplacer leur scène pour avoir moins de bruit qui allait vers les résidences. Ça a été fait aussi. C'est sûr qu'à l'aéroport, là, il va y avoir un changement au niveau de la gouvernance pour la prochaine année 2023. On l'avait mentionné en campagne électorale, on voulait changer de la gouvernance. Ça va être un OSBL qui va gérer les activités de l'aéroport. Ça va être lié à NextDev. Et là, on est en finale pour la zone d'innovation. Et si ça se fait, ça va complètement changer le visage des terrains de l'aéroport parce qu'on va être en mesure de pouvoir développer les terrains. Est-ce qu'on est encore dans une dynamique à savoir si on garde une piste, 2 pistes, 3 pistes? Non. Pour nous, c'est réglé si les 3 pistes vont rester.
Prolonger une des pistes? Pour le moment, il n'y a aucun Non. prolongement. Présentement, on demeure avec les infrastructures qu'on a. Comme je vous disais, avec un nouveau directeur d'aéroport, peut-être qu'il va y avoir des suggestions qui vont nous être faites, mais pour le moment, on laisse comme ça. Bon. Puis l'autre affaire aussi, c'est la présence du festival fait en sorte qu'on ferme quand même 1 à 2 pistes pendant quand même une bonne période. Quelques mois. Ce qui fait en sorte que les avions sont toujours sur la même piste. Exactement. Donc, toujours dans le même axe de bruit. Oui, mais en même temps, cette année, comme je vous disais, l'Association des pilotes a été très collaborateur. On a été en mesure aussi, comme je vous disais, de limiter les posées décollées parce que les gens, ce qu'ils nous disaient, puis moi, quand je faisais mon porte-à-porte, l'avion qui atterrit puis qui repart à la fin de la journée, c'est pas la fin du monde parce qu'il y a eu des activités qui ont été tenues cet été à l'aéroport. C'est les fameux posées décollées des écoles de pilotage de Saint-Hubert. C'était là l'enjeu. Puis l'école de vol à voile, là, les fameux planeurs. Cette année, ils ont été de retour. Ouais. Ils étaient à 30 de leur capacité. Donc, il y a quand même eu des planeurs. On pense qu'ils devraient être à pleine capacité d'ici 5 ans. Donc, les Forces armées canadiennes nous ont dit d'ici 5 ans, on devrait être à pleine capacité. Donc, on devrait revenir au niveau qu'on avait, là, au niveau des études, au niveau des cadets. Donc, peut-être qu'il va y avoir plus de mouvement, mais l'idée, nous, ça a toujours été la même. C'est on ne veut pas avoir plus de mouvement à l'aéroport, on veut avoir plus d'entreprises. Ouais. Il y avait une problématique avec les hélicoptères. Oui, ça, c'est un enjeu. Ils ont été présents un petit peu cet été, au printemps-été. Il y a eu des interventions qui ont été faites auprès de la garde côtière, parce que c'est souvent des hélicoptères de la garde côtière. Ça, on est toujours en négociation avec eux, parce que quand ils viennent s'entraîner, c'est un enjeu. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux dans Saint-Edmond-Saint-Lucien qui vous interpellent en ce moment? Bien, il y a le volet circulation. La circulation sur le boulevard du Séminaire, c'est encore un enjeu, que ce soit au coin... Tu sais, j'avais fait dans ma campagne, j'avais parlé d'au coin de Montcalm et Séminaire le matin. C'est dangereux pour les piétons. On veut complètement refaire cette intersection-là. On aimerait avoir aussi un terminus qui serait possiblement sur les terrains du cégep pour essayer de dégager Montcalm le matin, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui circulent vers le nord. Bon, en terminant, je veux qu'on parle des enjeux grande ville, ou principalement d'un. Puis pourquoi? Bien, en fait, j'ai réécouté le conseil de ville du mardi 23 août, où, à la toute fin, vous avez fait une intervention, à la limite, pas de montée de lait, mais vous avez monté le ton un peu en parlant du golf et des espaces verts. Puis vous avez lancé un message au monde qui était dans la salle. Qu'est-ce que vous l'avez... Je veux que vous le disiez ici en pleine télé. Là. Bien, l'idée là-dedans, c'est qu'il faut savoir que moi, comme conseiller municipal à la ville, je ne suis pas contre la vertu. Donc, je suis d'accord pour protéger nos espaces verts, puis je suis d'accord pour protéger les golfs. Par contre, me dire que ça ne coûtera rien, comme certaines personnes nous disent, c'est faux. Ça va coûter des sous à la ville, puis moi, je veux savoir ça va coûter combien. Puis avant de m'engager dans des sommes comme ça, bien, je vais commencer par m'occuper de ce qui me concerne, puis c'est les gens de mon quartier. Comme je disais, moi, je n'ai pas de problème à ce qu'on investisse des sommes pour protéger les golfs. Mais quand moi, dans mon quartier, j'ai des problèmes d'infrastructure, comme je vous ai nommé tantôt, que j'ai des gens qui ont de l'eau dans leur cave à toutes les grosses pluies, puis qui payent des taxes depuis des 50 ans, des 60 ans. J'ai un citoyen sur la rue Collin, là. Lui, il était là quand le quartier Saint-Edmond s'est créé. Il a jamais eu... Son asphalte n'a jamais été changé. Puis ses infrastructures sont toujours les mêmes. Puis il y a de l'eau dans sa cave. Fait que moi, j'ai dit, j'ai pas de problème à investir, mais on va devoir fédérer tous les quartiers de la ville. Puis c'est pas un dossier uniquement des riverains, c'est un dossier ville. Puis pour moi, tous les citoyens de la ville de Saint-Jean doivent se prononcer sur ce dossier-là. Et c'est non pas uniquement quelques riverains qui sont pas contents de la position qu'on prend, qui vont décider de ce projet-là. Puis c'est la même chose pour la Pinède à l'île Sainte-Thérèse. C'est des dizaines de millions de dollars qu'on demande à la ville d'investir. Puis moi, je pense qu'on a beaucoup d'autres priorités dans la ville présentement que d'investir des dizaines de millions de dollars dans ce dossier-là. Fait que moi, c'était ma position. Puis ce que j'ai dit aux citoyens, j'ai terminé avec ça, puis si vous n'êtes pas content dans 3 ans de ma gestion puis de ma prise de position par rapport à ce dossier-là, bien, vous aurez juste à pas voter pour moi. Parce que moi, je n'ai pas été élu pour protéger les golfs à Saint-Luc. J'ai été élu pour régler les problèmes dans mon quartier. Puis je pense que la très grande majorité des conseillers, ils ont la même opinion que moi. Sébastien Godette, merci beaucoup. Merci. Ça a le mérite d'être clair. Bonne journée. Là, la rue Frontenac est rouverte, entre Mercier et Laurier. Là. Tout à fait. Bon, tout le monde est heureux. Tout le monde est heureux. Et le bateau est peut-être parti sur la ligne. On va l'espérer. Merci beaucoup. Reste avec nous. On revient après ceci.
Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express pour la première automnale. L'informateur joannais William Julien et sa Macédoine automnale. Ouais, c'est vrai, un petit doudou, puis on va écouter ça. Un petit braisé. Ne manquez pas ça. C'est bien dit. Ouais. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. À l'aube des 40 ans de la fondation du parrainage civique du Richelieu, on en profite également pour lancer une campagne de financement avec des coprésidents d'honneur qu'on vous présente à l'instant. Ils sont de la même famille, de la même entreprise. Il s'agit de Paré Assurance, avec son président, bien sûr, Pierre Paré. Bonjour à vous. Salut, Éric. Et accompagné de Madame sa fille, Marie-France. Bonjour et bienvenue. Allô, Éric. Bon, évidemment, Pierre Paré est toujours impliqué socialement, de façon caritative depuis de nombreuses années. Pourquoi accepter cette cause particulièrement du parrainage civique? Parrainage civique, j'ai profité beaucoup des déjeuners-conférences qu'il y avait eu pendant plusieurs années, jusqu'à un petit peu avant la pandémie. Puis, quand on nous a approchés dernièrement avec Marie-France puis moi pour parrainer, si tu veux, ou être président d'honneur comme campagne de financement pour le parrainage civique, j'ai trouvé que c'était intéressant pour nous de le faire parce que j'ai toujours aimé le parrainage civique. J'ai toujours aimé les gens, les parrains et marraines qui s'occupent des filleuls, même si j'aurais aimé le faire dans le passé, mais par manque de temps, OK? J'ai dit, c'est notre coup de pouce qu'on peut donner à cette organisation pour ramasser des fonds. Puis, dans la vie, on veut toujours s'organiser pour laisser notre trace. Donc, si on peut laisser notre trace dans le parrainage civique, mais c'est le moment parfait pour le faire. Je comprends que du côté professionnel, vous impliquez votre fille dans l'entreprise depuis très, très, très longtemps. Elle prend de plus en plus de place. Et vous, en principe, de moins en moins. Ouais, ça, c'est peut-être moins vrai un peu. Pas vraiment. Mais vous voulez l'impliquer aussi dans vos implications sociales? Oui, parce que déjà, Marie-France est très impliquée. Elle s'occupe de la Fondation de l'hôpital. Ouais. OK? Elle est dans le conseil d'administration. Elle s'occupe beaucoup de plusieurs meetings dans des gens d'affaires. OK? Donc, elle est déjà impliquée socialement. OK? On pourra peut-être en parler plus tantôt. Mais je trouvais que le parrainage civique, c'était une belle entrée pour elle, à part la Fondation de l'hôpital, pour se faire connaître, puis grandir là-dedans. Donc, l'implication, ça va de soi? Ça va de soi. Pierre, en plus, il a été longtemps président, encore aujourd'hui, du regroupement des personnes handicapées. Ouais, donc, pour moi, le bénévolat, ça fait partie de ma vie depuis mon enfance. J'ai été dans le scoutisme aussi, puis aujourd'hui, mes enfants, qui sont également dans le scoutisme, c'est de leur inclure les bonnes valeurs aussi, les valeurs de partage, les valeurs aussi qui sont, de redonner à la communauté. Qu'est-ce que vous connaissez du parrainage civique du Richelieu? Et moi, en plus, j'ai eu la chance aussi, dans un groupe de réseautage, l'ancienne directrice générale, Sarah Ducasse, qui nous en parlait à toutes les semaines. Et puis, donc, j'entendais la cause. Puis, encore là, on entend le même discours qu'il y a des filleuls qui sont en attente. Ouais. Puis, on le sait, depuis la pandémie, on en parle beaucoup du sentiment d'isolement. Donc, eux, ce sentiment-là, ça fait longtemps qu'ils le ressentent et tout ce qu'ils veulent, c'est avoir un ami. Donc, quand j'avais su qu'il y en avait qui étaient en attente, puis aujourd'hui, ils sont 96 qui sont pris en charge et 114 qui sont en attente. Puis je me dis, c'est beaucoup, puis c'est pas beaucoup. C'est beaucoup d'isolement qui sont à être pris en charge, qui attendent. Eux, en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir une sortie avec une personne une fois par mois. Puis ça devient un peu leur moment d'attente, qui ont hâte de sortir, soit d'aller déjeuner ou d'aller au cinéma avec leur parrain ou leur marraine. Et puis, en fait, il en reste 114 à combler. Puis 114 pour 100 000 habitants de Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est pas tant que ça. Fait que l'idée du parrainage civique, en fait, c'est de les faire connaître, d'en parler. Ouais. C'est une drôle de roue qui tourne parce que dans les dernières années, quand on a fait des entrevues avec Sarah Ducasse ou ses prédécesseurs qui étaient à la direction, quand on en parle ici à la télé, radio, journal, quand on en parle dans les médias, pour dire on a besoin d'avoir de parrains et de marraines, mais quand on fait ça, on a aussi des demandes de la part de filleuls. Donc, quand on fait, de ce que j'ai compris, c'est quand on fait de la publicité,
Ben oui, on va chercher des inscriptions comme parrain-marraine, mais en même temps, il y a plus d'inscriptions comme Ça crée une filleule. demande. Fait qu'au final, on a toujours à peu près le même décalage. Donc, Exact. à peu près une centaine qui ont des parrains-marraines, mais une centaine qui sont aussi sur la liste d'attente. Tout à fait. Bon, ça, c'est le chien qui mord la queue. Là. C'est la un peu le principe, là. différence cette année, c'est qu'avec une première campagne de financement, Ouais. l'argent qu'on va aller chercher avec nos donateurs, c'est justement pour faire la formation des nouveaux parrains-marraines pour s'occuper des filleuls. Alors ça, on manquait d'argent à ce moment-là pour ça. Et là, ça va venir combler ce grand vide. Parce qu'en principe, puis vous me corrigerez, mais le parrainage civique du Richelieu, c'est un des quelques organismes qui bénéficient de centraide sur le territoire, mais en même temps, il n'y avait qu'un seul événement bénéfice dans l'année, qui était le déjeuner-causerie. Là. Évidemment, Oui. il n'y en a pas eu avec la COVID, mais bref, c'était le seul événement bénéfice. Mais après ça, si on veut sortir des sentiers battus pour faire des projets spéciaux, bien là, ça prend Des fonds. des fonds additionnels. Et ça, c'est la campagne de financement qui va pouvoir Le permettre. le permettre et Ouais. y remédier. Je te dirais, Eric, que c'est la campagne la plus importante actuellement, parce que c'est la première campagne. Ouais. Et cette campagne-là va vraiment faire connaître et reconnaître le partage, le parrainage civique, c'est-à-dire parce que c'était connu, mais pas tant que ça. Et ça, c'est complètement fou parce qu'à chaque fois que j'ai fait des entrevues sur le sujet, je posais toujours la même question. C'est quoi le parrainage civique? Pourtant, ça existe depuis 40 ans. Exact. C'est quoi le parrainage Ouais. civique? Je suis sûr, on fait un vox pop sur la rue. Je ne suis pas convaincu que tout le monde sait vraiment ce qu'ils font. Lors du lancement qu'on a fait dimanche dernier à Boston Pizza, on était 150 personnes. C'était un grand, grand succès. C'était là qu'on a fait le lancement, dimanche dernier. Et les filleuls étaient accompagnés des parrains, marraines. L'enthousiasme, l'amour qui était là, c'était contagieux. Et c'est là qu'on a vu le besoin, à un moment donné, de faire grandir ce parrainage civique pour amener encore plus de monde là-dedans, puis trouver les bonnes personnes. Parce que tu peux pas, à un moment donné, embarquer avec un filleul, t'en occuper pendant 6 mois, 1 an, puis le laisser tomber. Non, non, c'est une T'sais, relation qui dure dans le temps. qui dure longtemps. Ouais. Puis il y en a actuellement, notre coprésident d'honneur, Éric, et son filleul, ça fait 4 ans qu'ils sont ensemble. Mais il y en a que ça fait des dizaines d'années qu'ils sont ensemble. J'ai déjà reçu ici une dame qui travaillait chez Gagnon, la grande quincaillerie, qui avait son filleul depuis une dizaine d'années, si c'est pas plus, une belle relation, une rencontre une fois par mois. Parce qu'il faut comprendre que les filleuls, c'est principalement donc des jeunes ou des moins jeunes, Oui, ou des adultes, Des adultes. qui vivent évidemment avec un Qui ont un handicap. certain handicap intellectuel, principalement, dans toute la famille exactement qu'on ça. peut imaginer. Oui. Des gens qui n'ont pas toujours... Il y en a qui ont de la famille, ils n'ont pas tous nécessairement de la famille, mais cette espèce de parrain-marraine-là, ça leur fait un ami autre que leur cercle habituel. Totalement. Puis ça les inclut aussi Ouais. dans la société. Puis ça enlève les frontières. Donc, pour moi, c'est une mission qui est très noble. Puis, il y en a beaucoup de gens qui veulent faire du bénévolat, puis ils ne savent pas comment s'y prendre. Je disais des employés qui sont venus me voir, Marie-France, j'aimerais ça faire du bénévolat. Qu'est-ce que vous faites cette année, Paris? Donc, souvent, c'est une question de... Les gens ne savent pas comment s'y prendre. Donc, le parrainage aide à leur expliquer comment ça fonctionne, puis à les accueillir. Puis, ça fonctionne, ça fonctionne. Puis, il y a plusieurs aussi modes opératoires, en fait, pour le parrainage civique. On peut le faire one-on-one avec des parrains, marraines, des filleuls, mais ça peut être aussi des activités d'entreprise. Donc, c'est un nouveau programme que le parrainage est en train de mettre en application. Puis, franchement, nous, c'est assez clair qu'on va embarquer, là. L'objectif est de ramasser 100 000 Oui! De quelle façon? Avec différents donateurs. Actuellement, moi, je suis vice-président de la division diamant. Il y a la division or, argent, bronze. On a des vice-présidents comme M. Itu de la corporation et président de vice-président, c'est-à-dire de la division or. Argent, c'est M. Luc Charret, puis M. Steve Farrell, qui est la division bronze. Donc, ces gens-là vont nous aider à aller chercher différents donateurs, parce qu'on a une liste de donateurs. Souvent, c'est les entreprises, naturellement, qui sont citées. Puis, c'est, comme disait Marie-France tantôt, si on peut juste aller chercher de l'argent, c'est important, mais de promouvoir à travers les entreprises que si on peut aller chercher une personne qui voudrait devenir parrain ou marraine pour un filleul, bien, on a bien plus que 100 entreprises dans la région. Donc, juste ça, ça serait déjà très beau pour combler le vide. Donc, le 100 000 donc c'est principalement une sollicitation pour aller chercher des
comme si on veut des commandites ou bref, bon. Est-ce qu'il y a des activités en cours d'année? Qu'est-ce qui est prévu? Vers fin novembre, on va avoir un 5 à 7 pour notre fin de clôture pour l'événement. OK? Ouais. Mais qu'est-ce qui était... c'était plutôt le lancement qu'on a eu dimanche dernier, qui était la grosse activité. OK? OK. La balance, ils vont avoir des entreprises ou des industries qui vont sûrement nous... parce que je ne peux pas nommer de nom, mais qui veulent faire des choses pour se rapprocher du parrainage civique avec leurs employés. Et ça, c'est fantastique. Faire une journée spéciale, parrainage civique et le nom d'entreprise, puis tout ça, pour socialiser les deux ensemble, puis faire connaître encore plus parrainage civique. Ça, c'est tout nouveau. Avant, ça ne se faisait pas, mais c'est tout ça qui est notre venue cette année, Marie-France et moi, d'amener ça dans notre campagne. Dernière question. En quoi, pour vous deux, c'est important de s'impliquer socialement? Là, vous avez choisi cette cause-là, vous la portez, vous la défendez, vous en faites la promotion, mais en quoi c'est important de s'impliquer socialement? Vous avez des agendas quand même bien remplis. Pourquoi on fait ça? Bien, si je peux me prononcer, il y a une cause. En fait, notre philosophie d'entreprise chez Para-Assurance, c'est la fiche philosophie. Ça fait 7 ans qu'on surfe là-dessus, puis ça propage des valeurs comme choisir son attitude, être présent quand quelqu'un est avec nous, jouer en entreprise, et puis également la valeur éliminer la vie des gens. Donc, nous, à l'interne et à l'externe, on propose à toute l'équipe de faire du brainstorm puis de trouver des idées. Donc, à chaque fois qu'il y a une idée comme ça, pour du partage, pour aider les autres, bien, à un moment donné, il faut arrêter de se regarder, puis il faut voir, puis redonner là, à la communauté. Ça nous fait du bien, pas juste aux autres, ça nous fait du bien à nous aussi. Pierre Paré, le mot de la fin. C'est important pour nous, comme disait Marie-France, de redonner. Je m'occupe déjà du recrutement de personnes handicapées du Richelieu depuis 30 ans. Parrainage civique, c'est une suite dans mes activités, différentes, et c'est pour ça que pour nous, c'est une belle suite pour ramasser des fonds dans le monde des personnes handicapées. À l'occasion du 40e anniversaire du parrainage civique du Richelieu, donc campagne de financement importante de 100 000 $ avec implication de la famille Paré, comme vous avez pu le voir dans les dernières minutes. À vous deux, merci beaucoup. Bonne chance. Merci beaucoup, Éric. Merci. Et restez avec nous. On vous revient après ceci. La prochaine collecte de sang dans la région va se tenir les 2 et 3 novembre au pavillon Mille-Roches à Iberville. Et depuis la pandémie, Emma Québec vous demande de vous inscrire à l'avance en allant directement remplir le formulaire sur leur site Internet. À demain. Bye-bye.